Ce sont ces quelques secondes à l'orée du réveil, cet instant hors du temps, durant lequel vous ne sauriez faire la différence entre rêve et souvenir. C'est ici que nous nous rencontrons pour la première fois, pour une toute première chronique de Pembroke. Grégoire ajuste le canon de son fusil de chasse Vergard sur le tronc d'arbre pourrissant, flottant à moitié dans les eaux stagnantes du marais. La gâchette le démange, son doigt la caresse, mais ne s'y attarde pas. Le vent qui balaie la plaine effleure les herbes hautes et traîne lentement la brume le long des points d'eau, réduisant son champ de vision. Le bruissement de la végétation et le chant des insectes habitent le marécage, fendus çà et là de cris d'oiseaux sauvages. Le chasseur inspire et expire lentement, se laissant envahir par son environnement, s'imaginant en faire partie intégrante. L'illusion est de courte durée alors que l'acier de son arme se rappelle à son esprit. Ici, il n'est pas qu'un animal parmi tant d'autres. Il est un prédateur trônant au sommet de la chaîne alimentaire, une divinité mineure venue choisir une vie à prendre, un être à éteindre et à emporter avec lui. Ici, il est tout-puissant. Grégoire s'est installé à Pembroke il y a 3 ans, quittant les pics effilés des Pyrénées pour fuir une vie qui s'était délitée sous ses pieds, s'effondrant sur l'abîme terrifiant de l'absence de but et de sens. Pembroke ne lui a pas offert une nouvelle vie. Ses habitants inamicaux semblent paralysés par le passé, dans la crainte d'une tragédie inconnue qui les attend au détour d'une ruelle déserte. Grégoire n'a jamais pris la peine de s'informer sur l'histoire de la commune, mais a fini par comprendre au fil des conversations que cette dernière est pesante. Il sait maintenant que la maisonnette maussade qu'il a achetée a été construite il y a une 20aine d'années, après une catastrophe qui a détruit la moitié du village et après son occupation par une communauté d'illuminés. Mais cela n'importe pas. Ce que Grégoire est venu chercher à Pembroke, Grégoire l'a trouvé. Plusieurs kilomètres carrés de terre sauvage où la chasse est encouragée, une forêt maritime surplombant le village au nord, et surtout des marécages inhabités à perte de vue, que même les locaux évitent. C'est ici qu'il peut oublier, s'oublier, qu'il peut s'inventer au prix de quelques vies, détruire pour reprendre le contrôle de son existence. Une silhouette se profile à travers la brume, trapue, épaisse, celle d'un sanglier. Grégoire retient son souffle. Les sangliers s'aventurent rarement dans les marais de Saint-Blaise, leur préférant habituellement la sécurité des forêts. Celui-ci est seul et distrait par sa recherche de nourriture. Le chasseur le met en joue, tendant chaque muscle dans la volonté d'un silence absolu. Son viseur s'aligne avec la silhouette de la bête. Pendant un moment, les bruits du marais semblent se taire. Grégoire expire lentement et presse la détente. Une nuée d'engoulevent prend son envol, effrayée par la détonation. Dans un battement d'ailes apeuré, elle s'élève et s'éloigne précipitamment. Grégoire ramène son regard sur sa proie. Le recul de son arme lui a fait perdre le sanglier des yeux et la bête est introuvable. Laissant s'échapper un juron, Grégoire se redresse, recharge le Vergard et patauge maladroitement dans la direction de sa cible. Aucune raison d'être discret à présent.
Il rejoint l'endroit précis où se tenait la bête quelques instants auparavant, espérant la trouver inerte. Mais il n'a pas cette chance. Ce qu'il découvre en revanche, c'est une éclosion pourpre zébrant les hautes herbes. Il jubile. Le sanglier est blessé. Tout n'est pas perdu. Passant son arme à l'épaule, il s'attelle au pistache de l'animal. Il n'est probablement pas bien loin, et les traces de sang sont aisées à suivre. Évoluant lentement entre les rigoles boueuses du marécage, Grégoire garde un œil sur l'horizon. Il contourne l'épave rouillée d'un véhicule blindé éventré, dormant depuis quelques décennies dans la végétation sauvage, abandonné depuis la dernière guerre à une lente corrosion. Il sait que la région a subi une occupation violente que très peu de textes historiques décrivent de par son isolation. Les locaux en parlent peu, laissant volontairement les souvenirs se désagréger en compagnie des reliques militaires qui marquent encore, ici et là, les quelques batailles qui ont blessé la province. Derrière le char d'assaut se profile un bunker à moitié enseveli dans une butte fangeuse. Autrefois, le gris du béton se serait détaché de la végétation pourrissante, mais il est aujourd'hui si usé, envahi par la mousse et par des lianes de clématite bleuâtre, qu'il pourrait aisément passer inaperçu. La piste serpente entre des roseaux sauvages et rejoint l'entrée du bâtiment. Grégoire soupire. À l'air libre, un sanglier blessé n'est pas nécessairement dangereux, mais dans un espace clos, étroit, probablement encombré, qui sait. Le chasseur empoigne son arme et s'approche du bunker. La plaque métallique qui en orne l'entrée est trop usée pour être lisible. Mais il soupçonne qu'il appartenait aux forces d'occupation, comme la plupart d'entre eux le long des régions côtières. À plusieurs endroits, le béton de la carapace s'est fracturé, et de lourds pans de murs se sont écrasés dans la vase. Quelques tacs timides décorent les parois du bâtiment, prouvant son exploration successive sur plusieurs générations d'adolescents désœuvrés. Depuis l'intérieur résonnent des grognements humides et paniqués. Grégoire baisse la tête en passant l'entrée du blocos et laisse ses yeux s'habituer à la pénombre. Il est difficile d'imaginer à quoi ressemblait l'intérieur il y a une 50aine d'années, tant les ravages du temps et des pillages sont visibles. De l'aménagement originel, il ne reste qu'une table métallique ébréchée et quelques étagères pourrissantes. Le sol est jonché de détritus, de canettes de bière et d'aérosols vides. La salle principale donne sur un corridor étroit, à peine éclairé par quelques raies de lumière perçant les parois du bunker. Grégoire l'emprunte, attentif au borborigme agonisant de la bête blessée. Le canon de son fusil racle les murs alors qu'il s'enfonce dans le couloir. Le chasseur pénètre sous peu dans un dortoir délabré, cerclé des châssis rouillés de lits superposés. Il est accueilli par un âcre relent de moisissure antédiluvienne et par l'odeur du sang. Le sanglier est étendu au centre de la pièce, couché dans une flaque carmine, ses flancs soulevés par une respiration saccadée et faiblissante. Les yeux de la bête sont écarquillés, fixés sur Grégoire, emplis de terreur ou de haine. L'homme rejoint l'animal en quelques enjambées, son arme pointée vers la masse velue, mis en confiance par la certitude que son gibier ne se relèvera pas. Il s'agenouille à ses côtés et pose une main sur son pelage visqueux. Le sanglier tressaille, tente de se redresser mais ne parvient pas à s'extraire du contact. Grégoire observe un instant sa victime. La bête est tendue de tout son être dans sa lutte pour la survie. Son refus désespéré d'abandonner, cette conscience animale embryonnaire, cet attachement primordial à l'existence, émeut le chasseur. Mais il est hors de question d'épargner la proie à présent. L'humain a depuis longtemps endossé la responsabilité d'abréger la souffrance animale, même et surtout lorsqu'il en est à l'origine. Grégoire se redresse, aligne le canon de son fusil sur le crâne de l'animal et tire.
La déflagration fait exploser l'air vicié dans une série d'échos retentissants. La tête du sanglier a éclaté, faisant naître au sol une fleur écarlate tachetée de brides d'os et de morceaux d'encéphale. La bête a cessé de bouger. Elle est à présent silencieuse. Grégoire expire longuement, se laissant envahir par l'étrange soulagement qui l'étreint toujours après avoir mis à mort sa proie. Un sentiment de plénitude et d'absoluité, l'impression que tout est enfin à sa place. Mais cette sensation ne dure jamais longtemps, et le relent du sang prend le dessus, lui soulevant le cœur. À la recherche d'air frais, le chasseur retourne sur ses pas, laissant derrière lui sa victime le temps de s'aérer. Il atteint l'entrée du bunker et s'appuie sur l'encadrure de la porte, luttant contre un léger vertige. Il tousse et résiste à une remontée acide particulièrement aigre, et suit du revers de sa manche la sueur qui perle sur son front, et lève ses yeux vers l'horizon. Il ne reconnaît pas le paysage. Il s'agit de la même végétation, des mêmes couleurs et d'un terrain similaire, mais quelque chose a changé. La butte sur laquelle se tenait le sanglier lors du premier tir semble avoir doublé de hauteur, se détachant plus clairement dans le brouillard. Un imposant frêne le surplombe. L'épave du blindé que Grégoire aurait juré avoir contourné sur son chemin a disparu. Une sensation glaciale s'immisce dans le corps du chasseur, se glisse entre ses vertèbres, saisit ses muscles crispés, s'empare de sa gorge. Une terreur primitive, animale, refusant la métamorphose soudaine de la réalité. Grégoire reste immobile un instant, balayant désespérément les environs du regard à la recherche d'une explication, puis s'ébroue, s'envoie une légère gifle comme pour réactiver les réflexes de survie de son corps. Décidé à ne pas paniquer, il choisit de croire qu'il avait simplement l'esprit ailleurs, concentré sur son gibier et peu intéressé par le paysage. Cette explication lui convient pour le moment. Il a une pesante carcasse à préparer et à ramener à son pick-up, garé à 2 kilomètres de là. Grégoire vole une dernière goulée d'air frais au marais et s'enfonce à nouveau dans la pénombre du bunker. Il revient sur ses pas jusqu'au dortoir et s'arrête net. Un gémissement anxieux s'échappe de ses lèvres. La dépouille du sanglier est toujours là, au milieu de la pièce, mais n'est pas tout à fait immobile. Entre les ossements à présent visibles, perçant la charogne pourrissante, grouillent des vagues ondulantes de larves charognardes. Une nuée de mouches noires plane au-dessus de la bête. Plusieurs colonnes de fourmis se sont déjà formées pour dépecer l'animal. Grégoire est d'abord paralysé par le choc, lui-même surpris de la facilité avec laquelle son corps se fige face à une simple incohérence qu'il n'a pas encore réussi à interpréter. Mais une soudaine vague d'adrénaline prend le dessus et l'entraîne vers la sortie dans une course maladroite. Une fois revenu sous la lumière du soleil, le chasseur fouille nerveusement sa besace à la recherche de cartouches et recharge son arme, sans trop savoir pourquoi. Son instinct le pousse à fuir, à prendre la direction de la butte et de l'arbre qui la surplombe. Prendre de la hauteur lui permettra certainement de retrouver son chemin et de rejoindre son véhicule. Toute autre pensée parasite est chassée de son esprit. La dépouille déjà pourrissante du sanglier, le paysage changeant, tout cela n'aura d'importance que lorsqu'il se sentira en sécurité. Et gravissant avec peine la pente boueuse de la petite colline, Grégoire ne se sent absolument pas en sécurité. Il atteint le sommet de la butte avec l'espoir d'y trouver une vue rassurante. Un relais électrique de campagne ou une cabane de chasse, mais ce qu'il attend en haut lui empoigne le cœur si fort qu'il manque de s'effondrer. Face à lui s'étend un vaste marécage sans limite apparente, ne disparaissant que pour s'enfoncer dans une épaisse brume. Rien de ce que Grégoire observe ne lui est familier, malgré son habitude des lieux. Aucune ravine, aucun monticule, aucun point d'eau ne se rappelle à son souvenir. Il ne reconnaît rien. Étourdi par la panique qu'il sent lentement monter, il prend appui sur l'arbre noueux surplombant le monticule.
Ce faisant, son pied bute contre un objet lourd, métallique. Grégoire se penche pour s'en saisir. Il s'agit d'un fusil identique au sien, bien qu'abîmé par la rouille. Un Vercar 76 mm calibre 12. Quelque chose effleure son épaule alors qu'il se redresse. Le chasseur tente de l'écarter machinalement de la main, concentré sur l'arme qu'il vient de découvrir, et ses doigts rencontrent une surface froide, humide, rugueuse. Sa tête pivote brusquement vers l'intrusion. C'est une chaussure qui se balance à quelques centimètres de son visage. Une chaussure de randonnée vaseuse. Et elle n'est pas seule. Grégoire hurle. Jusque-là caché dans les branches du frêne, un corps se balance doucement au gré du vent, le cou obscènement déformé par la corde épaisse qui le pend à l'arbre. La peau du cadavre est noircie, ses traits rendus illisibles par la putréfaction, mais il n'y a pas de doute quant à l'identité du défunt. Il porte ses vêtements, la même besace et la même bague de tungstène à l'index droit. Grégoire trébuche, incapable de quitter le pendu des yeux, et bascule en arrière. La butte n'est pas haute et la chute est courte. Avant que la terreur n'ait le temps de laisser place à la surprise, le chasseur sent sa nuque se briser sur un rocher en contrebas. Puis, très vite, il ne sent plus rien. La déflagration a fait exploser l'air vicié dans une série d'échos retentissants. La tête du sanglier a éclaté, faisant naître au sol une fleur écarlate, tachetée de bris d'os et de morceaux d'encéphale. La bête a cessé de bouger. Elle est à présent silencieuse. Grégoire retourne sur ses pas, rejoint l'entrée du bunker et s'appuie sur l'encadrure de la porte, luttant contre un léger vertige. Il tousse et résiste à une remontée acide particulièrement aigre, essuie du revers de sa manche la sueur qui perle sur son front et lève ses yeux vers l'horizon. Il ne reconnaît pas le paysage. Tout semble avoir été déplacé, mélangé, réordonné. Un timide bosquet déchire au loin l'écharpe de la brume, et le chasseur est à peu près certain qu'il n'en était pas le cas quelques minutes auparavant. Grégoire déglutit. Bien qu'aucun péril ne semble le menacer, la détresse qui s'empare de lui est bien réelle. Le désir d'immédiatement rejoindre son véhicule et de retrouver le relatif confort de sa maison le saisit. Hâtivement, il pivote sur lui-même dans le but de récupérer le cadavre du sanglier, mais est coupé net par une vision inattendue. Dans la pénombre du bunker, une silhouette se tient devant lui. Grégoire écarquille les yeux, tétanisé, puis l'air explose et son corps tout entier heurte le sol de béton. Recroquevillé sur lui-même, il regarde avec stupeur son estomac ouvert se vider de son sang. Une blessure due à un tir à bout portant de chevrotine calibre 12. Dans un gémissement rauque, Grégoire meurt. La tête du sanglier a éclaté, faisant naître au sol une fleur écarlate tachetée de bris d'os et de morceaux d'encéphale. La bête a cessé de bouger. Elle est à présent silencieuse. Grégoire se fige, retenant son souffle. Alors que l'écho se meurt lentement, le silence naissant est dérangé par des craquements humides qui se répercutent sinueusement sur les murs du bâtiment. Le chasseur se retourne face au corridor qui le sépare de l'entrée du bunker. C'est du fond du couloir fissuré que ces bruits parasites lui parviennent. La réalité est difficile à accepter dans un premier temps, mais Grégoire se ressaisit et emprunte à pas silencieux le corridor, les mains crispées sur son fusil qu'il tient prêt à utiliser. L'entrée est baignée d'une lumière glauque, éblouissante depuis la pénombre dans laquelle il évolue. Mais au détour du couloir, à quelques mètres de ses pieds, la scène qui se révèle à lui est parfaitement définie.
Un homme est accroupi, penché sur la dépouille d'un autre, dont s'échappent des torrents de sang. Le corps a de toute évidence été traîné à l'intérieur, comme en attestent les longs sillages carmins qui pavent le sol. L'individu est affairé au-dessus du cadavre, courbé profondément au point de le toucher du visage. Ses gestes saccadés, brutaux, ainsi que les bruits infâmes de mastication qui emplissent l'air font rapidement comprendre à Grégoire qu'il est témoin d'un acte bestial, violent, dangereux. Puis une digue cède soudainement, et un fait qui résistait jusque-là à la compréhension du chasseur s'impose brutalement. Le cadavre que ses yeux ont évité par réflexe n'est pas celui d'un inconnu. Grégoire ne veut pas l'accepter, mais n'a pas le choix. Ce corps est le sien. Sans le réaliser, il exhale bruyamment, pris aux tripes par une terreur existentielle écrasante. La mastication prend aussitôt fin. Son regard se pose sur le charognard humain. L'homme a redressé la tête, le visage couvert de sang, des morceaux de chair pendant de sa gueule béante. Ses yeux ont plongé dans ceux de Grégoire. Et Grégoire ne peut retenir un hurlement d'angoisse déchirant, envahi par la réalisation soudaine que son esprit ne lui appartient plus. Il ne lui appartient plus car devant lui, les pupilles dilatées par la rage, se tient lui-même. En chute libre dans son propre corps, Grégoire ne contrôle pas ses mouvements lorsque son sosie parfait s'élance subitement dans sa direction, les mains tendues vers son cou, les yeux débordant de haine. Ses réflexes de survie s'enclenchent d'eux-mêmes et le coup de feu le surprend alors même qu'il en est à l'origine. L'homme, le sosie, la copie parfaite qui s'apprêtait à l'attaquer est projetée en arrière par la force du tir et s'écrase contre un mur. Grégoire lâche son fusil comme s'il lui brûlait les mains et enjambe son cadavre en partie dévoré pour rejoindre l'extérieur, ses membres endormis par le choc. Dehors, le soleil n'a pas bougé, survolant lentement l'horizon cotonneux et les sentiers sinueux du marais. Bien qu'il ne retrouve aucun repère dans le paysage, le chasseur continue d'avancer en ligne droite, traînant d'abord des pieds, puis plus rapidement, pataugeant à un rythme soutenu dans la boue stagnante. Grégoire laisse le bunker derrière lui, fuyant ce qu'il vient d'y voir dans une direction inconnue. Peu importe où il se rend, tant qu'il s'agit d'ailleurs. Mais une centaine de mètres plus loin, rien ne semble changer. Une autre encore, et le paysage n'évolue pas. Le blocos a disparu derrière un promontoire rocheux, et le terrain défile sous les pieds du chasseur. Mais après chaque vallon, chaque monticule, d'autres encore apparaissent devant lui. La mer herbeuse s'étend sans fin. Grégoire balaie du regard les environs, désespéré de trouver un point de repère, une installation humaine, un signe de civilisation. Même un avion planant une dizaine de kilomètres au-dessus de sa tête le rassurerait, mais la solitude est écrasante. Il hurle à plein poumon, espérant obtenir une réponse, mais aucune ne lui parvient. Contrôlant avec difficulté son souffle paniqué, il se remet en route au pas de course. Le temps passe sans passer. Grégoire ne saurait dire quand exactement il a quitté le bunker, mais il sait que le soleil aurait dû prendre de la hauteur. Son immobilité n'est pas naturelle. Une illusion d'optique, peut-être, due à l'humidité de l'air. Il réalise aussi ne pas avoir croisé une seule trace de vie animale plus épaisse qu'un insecte depuis le début de sa course. Rien n'a de sens. Alors qu'il s'arrête un instant pour réguler sa respiration, une lueur métallique attire son regard. À une vingtaine de mètres de lui, une masse informe est cachée dans les roseaux. Grégoire s'en approche, haletant. Des ossements rongés par l'humidité sont étendus dans l'herbe, à peine enveloppés dans des vêtements déchirés,
flottant dans le vent éternellement matinal. Ses vêtements, ses ossements, son fusil couché au sol et reflétant la pâle lumière du soleil. Plus loin, une autre dépouille. Plus loin, 3 autres. Puis au-delà, les carcasses sont innombrables, parsemées dans le marais, formant un champ squelettique à perte de vue. Certains cadavres présentent encore quelques pans de chair décomposée, encore accrochés aux carcasses, recouverts d'une masse grouillante d'insectes. Aucun d'entre eux ne semble récent, comme si toute matière organique animale est ici appelée à disparaître, tranchant dans le vif du cycle naturel, interdisant la survie alimentaire. Grégoire erre pendant d'interminables éternités, entre les dépouilles squelettiques et putréfiées, laissant un peu de sa sanité derrière lui à chaque nouveau pas. Le soleil reste parfaitement immobile, la brume ne se dissipe pas, le vrombissement des insectes charognards est omniprésent et gonfle jusqu'à devenir assourdissant. Traînant des pieds dans la vase, Grégoire réalise qu'il a faim. Entouré de sa propre mort sans cesse répétée sous ses yeux, de ses restes répugnants se décomposant à une vitesse anormale, il ne peut pas faire taire les besoins intrinsèquement naturels de son corps. Le ventre tendu par l'appétit, il tombe à genoux dans la boue. Son regard se perd au-delà du marais, du brouillard, au-delà de Pembroke, de la région, du continent, de tout ce qu'il connaît. Un rire guttural naît au fond de sa gorge, remonte le long de son larynx, passe l'entrée de ses lèvres et envahit l'air humide. Lorsque le rire meurt, Grégoire se penche et récupère l'un des nombreux fusils identiques qui se cachent dans les herbes hautes, l'ouvre pour en vérifier le chargement, le referme et se relève. Le chasseur fait demi-tour et entame une longue marche vers le bunker. S'il doit se nourrir, il sait ce qui lui reste à chasser. Les chroniques de Pembroke sont écrites, réalisées et montées par François Rossi. Elles sont mises en musique et mixées par Benjamin Grossman. Enfin, la voix qui vous y entraîne appartient à votre humble conteuse, Audrey Stupowski. Elsie was